à toutes et à tous et bienvenue à cette conférence sur l'entrepreneuriat en économie sociale et solidaire. Je suis Emmanuelle Bezal, développeuse économique en charge de l'ESS à la métropole de Grenoble et sont également donc présents à l'écran avec moi pour animer cette séance. Marion Perrois, directrice adjointe de la structure d'accompagnement et de financement Gaïa, Nicolas Guingamp, responsable de l'antenne grenobloise de l'Union régionale des SCOP. On va passer une petite heure ensemble et pour que ça se passe bien, on a essayé de structurer notre séance, notre intervention en deux temps. Un premier temps de présentation un peu général sur finalement quand on parle de SS, de quoi on parle, et puis quels sont les modes d'entreprendre qui sont spécifiques à cette économie. Et puis on a un deuxième temps qui sera un temps de témoignage où on pourra accueillir donc la coopérative au local. Du coup, je vais garder la parole pour présenter ces quelques éléments de cadrage un peu général, vous dire un petit peu quel est le poids de l'ESS sur la métropole grenobloise et ce qu'on a pu mettre en place pour soutenir cette économie. Donc, quand on parle d'économie sociale et solidaire, en fait, on parle avant tout d'une manière d'entreprendre. C'est d'abord de l'entrepreneuriat. Donc, c'est la loi de juillet 2014 qui nous le redéfinit et qui définit en particulier ces principes fondamentaux. Donc, on est sur un mode d'entreprendre, mais avec des spécificités qui sont fondées sur des principes de gouvernance démocratique, des valeurs de primauté de l'humain, de solidarité, d'utilité sociale. L'ESS, traditionnellement, elle va plutôt viser des structures organisées sous forme de coopératives, de mutuelles ou d'associations, et qui respectent notamment le principe d'une lucrativité limitée et un principe, comme je l'ai dit, de gouvernance démocratique. Donc cette économie sociale et solidaire, elle est présente dans beaucoup de secteurs d'activité qu'on peut utiliser tous les jours, les services à la personne, l'enseignement, la santé, le logement, le secteur bancaire. On a des banques coopératives, le crédit coopératif par exemple. Et donc, elle est aussi une économie de proximité. Pourquoi elle est une économie de proximité? Pardon, parce qu'elle permet de contribuer à la création d'emplois sur le territoire. Elle est aussi une économie de la transition. Aujourd'hui, on entend beaucoup parler de transition écologique, de transition économique, de transition des territoires. Et du coup, cette économie participe à ça. On peut prendre l'exemple des mobilités avec des systèmes qui sont mis en place pour faciliter l'autopartage. S'il y a parmi vous, des personnes qui sont sur le territoire grenoblois, vous connaissez peut-être Cities, donc qui permet de partager des véhicules sur le territoire. Donc c'est une économie en fait qui participe à l'intérêt général d'un territoire. Quelques chiffres très rapidement pour donner à voir le poids un peu de cette économie sur la métropole. Donc, c'est à peu près 20 000 salariés, soit 10% des salariés du territoire, et entre 9 et 10% des entreprises locales. Sur la métropole, comment on intervient? Donc, la métropole grenobloise, elle intervient depuis de nombreuses années pour soutenir le développement de cette économie. Et elle intervient par l'intermédiaire de son plan de développement de l'économie sociale et solidaire. Donc, on est encore sur un plan qui s'achève là sur l'année 2020 et on intervient de différentes façons. On intervient pour aider financièrement au démarrage et au développement des activités qui vont se créer dans le secteur de l'ESS. Et pour ça, on va pouvoir octroyer à ces entreprises des subventions. Et on a différents outils d'accompagnement. On peut également mettre en place des systèmes d'hébergement en direction de l'ESS. On a des hôtels d'activité qu'on a pu réaliser sur le territoire pour accueillir ce type d'initiative. On en a 3 aujourd'hui. Un hôtel d'activité qu'on appelle Artis pour artisanat et innovation sociale, qui sont des lieux en fait où on va valoriser la mixité économique avec à la fois des initiatives d'ESS et puis des initiatives plus artisanales et locales.
Et donc, elles sont réparties sur le territoire. Donc, un hôtel d'activité à Fontaine, un autre à Échirol, et puis un autre hôtel d'activité qui est en reconstruction sur le territoire échirolois. Donc, on a un peu des thématiques de prédilection pour aider ce secteur de l'ESS, qui sont plutôt ciblées sur tout ce qui est transition énergétique, tout ce qui est déchets, alimentation, mobilité. Donc, c'est des thèmes qui nous amènent aujourd'hui à soutenir à peu près sur le mandat 2016-2020, à peu près une cinquantaine d'initiatives directement ou indirectement. Voilà, j'en ai terminé pour des éléments de cadrage un peu généraux. Je vais passer peut-être la parole à Marion sur la partie qui concerne plutôt les modalités. Finalement, on est bien sur un mode d'entreprendre, mais un mode d'entreprendre un peu différent. Et Marion va vous présenter les formes d'entrepreneuriat qui existent en économie sociale et solidaire. Bonjour à toutes et à tous. Donc, moi, je suis Marion Perrois, je suis la directrice adjointe de Gaïa. Gaïa, c'est une structure qui accompagne, qui soutient financièrement également et qui connecte les acteurs du territoire, les entreprises engagées, les entreprises de l'économie sociale et solidaire. Du coup, je vais en décliner une partie parce qu'ensuite, je donnerai la parole à Nicolas, Nicolas Guingamp, pour pouvoir vous parler plus spécifiquement des coopératives. Moi, je vais commencer par vous parler en quelques mots de ce que la loi 2014 a permis d'ouvrir en termes de reconnaissance d'entreprises de l'économie sociale et solidaire. En fait, historiquement, l'économie sociale et solidaire, elle était cantonnée, entre guillemets, au champ associatif, au champ coopératif, au champ mutualiste et au champ des fondations. Donc, si on ne créait pas un projet statutairement appartenant à ces catégories, bah, on n'était pas considéré comme une entreprise de l'économie sociale et solidaire. Et en gros, on nous disait, bah, vous êtes une entreprise normale, voilà, allez dans le droit commun chercher des soutiens d'entreprises normales. Et en fait, on s'est rendu, enfin, la loi de 2014, elle a permis de se rendre compte que c'est pas parce que on n'a pas choisi un statut de l'économie sociale et solidaire que pour autant on ne peut pas en appliquer des principes, on ne peut pas développer un projet qui va dans le sens d'aller au-delà du simple profit. Donc la loi de 2014, elle a ouvert le champ à d'autres types d'entreprises que celles statutairement, historiquement de l'ESS, et ce sont les entreprises agréées entreprises solidaires d'utilité sociale. Donc il y a une catégorie de structures qui appartiennent de droit, qui sont agréées de droit ESUS, comme les structures d'insertion, les structures du champ du handicap, les structures reconnues d'utilité publique. Donc tous ces types de structures-là sont reconnues de droit, sont agréées de droit ESUS, et d'autres types d'entreprises, des sociétés commerciales, SAS, SARL, SA, peuvent se faire reconnaître de l'économie sociale et solidaire et se faire reconnaître entreprises solidaires d'utilité sociale. Et pour ça, elles doivent quand même un peu montrer patte blanche parce qu'il ne s'agirait pas qu'elles puissent accéder à des financements et à des outils d'accompagnement de l'ESS sans en respecter les principes. Donc, elles doivent prouver un certain nombre de choses. J'en liste trois pour essayer de faire simple parce que c'est un tout petit peu plus complexe, mais il y a trois grands principes. Elles doivent prouver et elles doivent inscrire dans leur statut leur utilité sociale, en quoi elles créent de l'utilité sociale, en quoi elles permettent la lutte contre les discriminations, en quoi elles permettent à des publics précaires d'accéder à leurs services, en quoi voilà, elles ont un impact social dans leur activité. Ça, c'est le premier volet, donc prouver leur utilité sociale et l'inscrire dans leur statut. Elles doivent prouver que leur utilité sociale affecte leurs résultats, affecte leur modèle économique, ont un impact sur leur activité. Donc, elles doivent montrer que cette activité d'utilité sociale est très fortement dominante dans leur modèle économique d'activité. Et elles doivent aussi prouver qu'elles appliquent des écarts de salaire limités. On entend parfois parler des scandales de différence entre les salaires des dirigeants des entreprises et les salaires et le SMIC, par exemple. On entend souvent parler sur le CAC 40, etc. Ici, pour se faire agréer entreprise solidaire d'utilité sociale, il faut respecter des écarts de salaire. Ça sera un peu compliqué de rentrer dans le détail, mais
En gros, on est sur une logique 1 à 10 entre le SMIC et le dirigeant, et une logique 1 à 7 entre les 5 plus gros salaires de l'entreprise et le SMIC. Voilà, c'est pour vous donner une idée. Donc c'est quand même limitant. Bon, on peut quand même y aller, hein, mais on peut quand même avoir des écarts de salaire certains dans ces entreprises. Mais c'est limitant, on ne peut pas faire n'importe quoi en termes d'écart de salaire si on veut se faire agréer entreprise solidaire d'utilité sociale. Et cet agrément, comme du coup, il nous permet en tant qu'entreprise classique, entre guillemets, je mets des gros guillemets, de se faire reconnaître de l'ESS, il nous permet d'accéder à des financements dédiés à l'ESS, comme ceux de France Active, comme ceux de BPI France, comme ceux de certaines fondations ou de certains fonds d'investissement solidaires. Et puis, il nous permet aussi d'accéder au dispositif local d'accompagnement qui est plutôt historiquement dédié aux associations et aux coopératives et qui s'ouvre aux structures agréées entreprises solidaires d'utilité sociale. On n'a pas beaucoup d'interactions, donc je ne sais pas comment vous réagissez à ça. Moi, j'en ai terminé sur cette slide. Je ne sais pas si les gens nous posent des questions au fur et à mesure ou pas. Voilà, je voulais vous redécliner ce volet-là. Je ne sais pas si les questions viennent après ou non. Alors, du coup, Marion, oui, ce qu'on s'était dit, c'est qu'on gardait un moment de questions-réponses à la fin. Ok. Et que, en tant que modérateur, je prenais les questions en note et puis on en reparle à la fin de la présentation. Si Ok, c'est ça OK pour marche. vous aussi. C'est parfait. N'hésitez pas du coup à poser des questions sur ce volet ESUS. Si j'ai pas été claire sur quelque chose, on pourra y revenir à la fin. Voilà, donc chers participants, le chat vous est ouvert pour poser vos questions. Super, merci beaucoup. Et ensuite, du coup, le deuxième statut juridique que je voulais décliner un petit peu dans cette présentation, c'est le statut associatif. Donc, on pense parfois aux associations comme des statuts. La loi 1901, c'est ancien. On pense parfois que c'est juste, entre guillemets, pour créer une association de quartier, un club de sport local ou même un club de jeux de cartes. Et ben, en fait, le monde associatif, c'est beaucoup plus vaste que ça. Il y a beaucoup de structures associatives qui sont employeuses, qui créent du coup de l'activité économique, qui ont un modèle économique quasiment similaire à celui d'une entreprise, avec des particularités quand même. Donc, une association, c'est un support possible de développement d'une initiative économique, d'une activité économique. Elles peuvent être porteuses d'innovation et elles peuvent être créatrices d'emplois. Les principes de base du fonctionnement associatif, c'est que du coup, il n'y a pas de lucrativité individuelle. Ça veut dire que les personnes qui montent une association ne vont pas chercher à en retirer un profit personnel, un profit individuel. Elles vont vraiment se mettre au service d'un projet collectif. Donc, les mandats de président, de trésorier, de secrétaire d'une asso ne sont pas rémunérés. L'autre principe de fonctionnement qu'on retrouve dans l'économie sociale et solidaire, c'est le principe une personne, une voix. Dès lors qu'on adhère à une association, qu'on participe à cette association, on a, comme tous les autres adhérents et tous les autres participants, une voix pour voter. Il y a un principe de gestion désintéressée, c'est-à-dire que les dirigeants doivent prendre les décisions. Les dirigeants, ce sont les membres du conseil d'administration, doivent prendre les décisions selon un principe de gestion désintéressée, ne doivent pas avoir un intérêt personnel dans les décisions qu'ils prennent dans la structure. On peut faire appel à du bénévolat au sein d'une association, ce qui permet dans certains cas d'optimiser un modèle économique. Et puis, il est possible dans les associations de mobiliser des subventions, mais comme ça peut être le cas pour d'autres types d'entreprises que, par exemple, Nicolas nous évoquera tout à l'heure. Et enfin, pour terminer sur les associations, il existe sur le territoire des outils d'accompagnement pour aider au montage d'une association, que ce soit nos collègues de la CISP, qui sont là, je crois d'ailleurs, que ce soit notre réseau Gaïa localement, le réseau France Active au niveau national, que ce soit la métropole. Donc, on peut accéder à des outils de soutien pour démarrer son association qui a une vocation économique et qui a une vocation d'emploi. Et puis, enfin, il est possible de démarrer un projet sous forme associative pour tester l'activité, pour la lancer, pour voir comment ça fonctionne, est-ce qu'on peut arriver à avoir une activité économique viable, pour ensuite transformer cette association en une autre forme coopérative, par exemple, qui va nous permettre derrière d'avoir une logique de lucrativité, de sortir de la logique de non-lucrativité pour aller vers une logique de lucrativité limitée, mais en tout cas un peu plus de lucrativité. C'est le seul statut juridique, le statut associatif, qui permet la transformation
en SCOP ou en SIC. Et du coup, ça fait un lien parfait avec l'intervention de Nicolas. Je lui donne la parole. Merci Marion. Du coup, je me présente, Nicolas Guingamp. Donc, je travaille au sein de l'Union régionale des SCOP et des SIC Auvergne-Rhône-Alpes. Et je suis effectivement rattaché à notre agence de Grenoble qui couvre pas que Grenoble, également l'ensemble de l'Isère et les Deux-Savoies. Et moi, je suis plus spécifiquement en charge de l'accompagnement à la création reprise sous forme de coopérative, SCOP et SIC, sur ce territoire. Effectivement, du coup, pour compléter ce qui a été dit avant, là, on est parti sur les différentes formes de juridiques, les différents statuts qui sont le plus couramment utilisés dans l'entrepreneuriat en économie sociale et solidaire. Donc, on a parlé des entreprises classiques qui peuvent se doter de l'agrément ESUS, les associations, et puis, effectivement, moi, je vais vous parler des coopératives et plus spécifiquement des SCOP et des SIC, parce qu'en fait, je vais vous exonérer des 17 formes de coopératives qui existent en France pour me centrer sur ces deux formes-là qui sont celles qui sont le plus couramment utilisées dans le monde de l'entrepreneuriat, en création ou en reprise d'entreprise. Alors peut-être un mot quand même sur la notion de coopérative, avant de parler de la SCOP et de la SIC, c'est que une coopérative, intrinsèquement, comme on l'a évoqué avant, elle appartient au monde de l'économie sociale et solidaire, parce que dans son ADN, elle va avoir des principes qui sont des principes de l'économie sociale, qui sont le principe de démocratie dans l'entreprise, c'est-à-dire une personne égale une voix lors des assemblées de sociétaires ou d'associés, comme en association, en fin de compte, hein. Le, le principe, non pas de gestion désintéressée, parce que la coopérative va pas avoir une gestion désintéressée, on va être sur une forme commerciale, donc avec une gestion aussi qui peut être intéressée, mais qui va être extrêmement cadrée, et notamment la grosse différence avec les entreprises classique, c'est que il n'y a pas d'enrichissement non plus au travers du patrimoine que va générer l'entreprise. C'est-à-dire qu'on peut, dans une coopérative, se rémunérer et gagner très bien sa vie, mais on ne peut pas valoriser les parts de capital qu'on va souscrire, ce qui fait qu'on ne peut pas faire de la coopérative un objet financier, un objet de revente. Par contre, la coopérative, elle va être là pour produire un bien ou un service et servir ses associés, ce qui fait qu'on va pouvoir tout à fait se rémunérer, mais encore une fois, sans rentrer dans la logique de valorisation et de revente dans l'entreprise. Et c'est ce qui va se traduire très concrètement dans les coopératives par ce qu'on appelle des réserves impartageables. C'est-à-dire que quand l'entreprise va accumuler des bénéfices, ce qu'elle a tout à fait le droit de faire, elle va les affecter en partie sur un poste de réserve qui sont finalement l'équivalent du fonds associatif qu'on a en association. Ce sont un fonds qui va servir à financer le développement de l'entreprise et éventuellement de financer les périodes difficiles, mais en aucun cas qui va servir à valoriser le capital et les parts sociales des associés en vue d'un enrichissement patrimonial. Voilà, ça c'est un principe commun, j'ai envie de dire, à l'ensemble de l'économie sociale et aux coopératives. Ensuite, je vais faire du coup un focus sur les SCOP et les SIC, qui sont les deux formes de coopératives les plus couramment utilisées. Premièrement, donc la SCOP. Donc la SCOP, c'est une société coopérative et participative. Le principe on va dire de montage juridique d'une SCOP, c'est de dire on prend une société classique comme une SARL, une SA ou une SAS, et on va rajouter par-dessus le droit coopératif. Le droit coopératif qui, du coup, va donner des règles dérogatoires qui vont être prépondérantes sur le droit commun des SARL, SA ou SAS. Alors, quelles sont ces règles dérogatoires? On va retrouver, en fait, les principes de l'économie sociale, c'est-à-dire que là où dans une entreprise classique, on va être sur, par exemple, une proportionnalité du pouvoir dans l'Assemblée générale aux proportionnalités aux apports, c'est-à-dire que si j'ai mis 5 000 € et mon collègue a mis 2 000 €, ben, j'ai plus de pouvoir que lui en Assemblée générale. En SCOP, ce n'est pas le cas, on est sur la base une personne égale une voix, donc quel que soit le capital. Donc ça, c'est un des premiers principes. Globalement, le premier grand principe qu'on va, pour être un peu plus synthétique, ça va être autour d'une gouvernance démocratique et partagée qui va être en faveur des personnes qui travaillent dans l'entreprise.
Ça veut dire qu'on est sur cette logique une personne égale une voix, et en même temps, le capital de l'entreprise doit être détenu à plus de 50% par les personnes qui travaillent dedans, c'est-à-dire les dirigeants et les salariés, qui collectivement doivent détenir le capital et les droits de vote. Ce qui fait que l'entreprise, du coup, elle appartient nécessairement aux personnes qui travaillent dedans et elle ne peut pas être détenue et dirigée par une personne qui est extérieure, c'est-à-dire qui ne travaille pas, qui n'a pas de contrat de travail ou de mandat de dirigeant dans la SCOP. C'est ce qui va garantir finalement son indépendance, son ancrage sur le territoire et le fait qu'elle ne va pas servir un intérêt qui est autre que celui des personnes qui travaillent dedans. Et ça va se traduire par un principe qu'on appelle la double qualité, c'est-à-dire que quand je travaille dans une SCOP, je suis salarié et je suis également associé. Donc j'ai des temps où je suis salarié avec une fonction technique dans l'entreprise, et puis des temps où je suis associé, où là je vais discuter plus d'égal à égal avec l'ensemble de mes collègues pour définir plutôt les orientations un peu plus stratégiques de l'entreprise. Et l'enjeu de la SCOP et son originalité, c'est de dire, c'est les mêmes personnes qui vont, à un moment donné, collectivement donner le cap de l'entreprise et ensuite qui vont se remettre à leur poste de travail pour pouvoir produire finalement le service ou le bien que l'entreprise se doit de produire. Et donc, et pour autant, ça n'empêche pas qu'on va nommer un dirigeant pour pouvoir piloter au quotidien l'entreprise et faire en sorte qu'on puisse prendre des décisions de manière opérationnelle et rapide. Ce dirigeant, du coup, il aura un statut particulier qui est un statut de quasi-salarié, puisque du coup, même s'il n'est pas vraiment soumis au droit du travail, sa rémunération est soumise au régime général de la sécurité sociale et également au chômage, au droit au chômage. Donc du coup, ça fait une protection complémentaire pour le dirigeant de SCOP, mais qui de fait va être minoritaire dans son entreprise en termes de droit de vote. Donc voilà, on est sur un projet collectif et on est sur tout type d'entreprise, de tout type d'activité. Ça va être, on a sur Grenoble, par exemple, des commerces de proximité. Il y a le magasin La Bonne Pioche, par exemple, qui est dans le centre-ville, qui est une épicerie vrac. Il va y avoir des entreprises dans le conseil, hein, beaucoup d'entreprises dans l'informatique liées au bassin économique, hein. On aura des entreprises dans le bâtiment, des entreprises et on aura des entreprises type un peu start-up aussi qui vont se développer en SCOP. Il y a vraiment tout type d'entreprise. Il n'y a pas d'empêchement d'objet finalement pour créer une SCOP. La dernière grande particularité, elle se situe au niveau de la répartition des bénéfices. Donc en SCOP, on est sur une gestion qui n'est pas désintéressée, puisque une partie des bénéfices va être redistribuée aux personnes qui travaillent dans l'entreprise, donc dirigeants et salariés, sous forme d'un complément de salaire, en fait, puisque on revient au principe initial de la coopérative, qui est de finalement servir ses membres. Les membres étant les personnes qui travaillent dans l'entreprise, on considère que si l'entreprise fait un bénéfice, ça veut dire que finalement, elle n'a pas assez rémunéré les personnes qui travaillent dans l'entreprise. Donc, elle va restituer une partie de ce bénéfice aux salariés. Et puis, l'autre partie va être distribuée en réserve impartageable, donc pour financer le projet de l'entreprise. Voilà, je m'arrête là sur les scopes. Je répondrai volontiers aux questions en fin de séance. Et du coup, j'enchaîne sur les SIC, qui sont donc une autre forme de coopérative qu'on retrouve, qui est en pleine croissance depuis quelques années. Donc SIC, ça veut dire Société coopérative d'intérêt collectif. Donc qu'est-ce que c'est? C'est une coopérative qui va, on va dire, si je compare avec les SCOP, on va retrouver des principes communs que sont une personne, une voix, que sont la mise en réserve impartageable. Mais par contre, là où ça va être très différent, c'est que ce n'est pas une entreprise qui va appartenir aux personnes qui travaillent dans l'entreprise, mais c'est une entreprise qui va être basée sur un principe de gouvernance partagée, c'est-à-dire qu'on va avoir des parties prenantes diverses, parmi lesquelles les salariés qui vont être associés de l'entreprise, mais au moins deux autres parties prenantes, les bénéficiaires de l'entreprise, finalement. Donc, si on est sur une entreprise je sais pas, une entreprise culturelle, on peut avoir du coup des usagers qui sont associés également de l'entreprise. Si on est sur une entreprise dans le monde de l'énergie, on peut avoir des clients qui sont associés. C'est le cas par exemple d'Enercop, dont le siège est à Grenoble.
Et donc, on va avoir une entreprise qui appartient aux salariés, aux bénéficiaires, usagers finalement, ou clients de l'entreprise, et une troisième catégorie d'associés qui est libre, qui peut être des bénévoles, qui peut être des partenaires divers et variés, des investisseurs ou des collectivités. Et on retrouve du coup sur le territoire grenoblois et de la métro plusieurs cycles dans lesquels la métropole de Grenoble est intervenue dans le domaine des déchets, dans le domaine de l'innovation start-up. Donc il y a cette possibilité d'aller, avec les SIC, d'aller associer toutes des parties prenantes autour d'un intérêt finalement collectif. C'est pour ça qu'on appelle la coopérative SIC, c'est-à-dire d'intérêt collectif. C'est qu'on va aller chercher une finalité, une raison d'être de l'entreprise qui va au-delà de son simple objet, et on va fédérer des parties prenantes autour de cette raison d'être, et chacune de ces parties prenantes ayant à un moment donné va contribuer finalement à la réalisation de cette raison d'être. Donc ça, c'est vraiment la grande originalité des SIC, c'est de dire finalement, pour pouvoir répondre à un besoin sur un territoire donné, on va aller chercher les personnes concernées par ce besoin, que ce soit les personnes qui produisent le bien, le service, que ce soit les personnes qui en bénéficient, et au moins une tierce personne qui va être garante aussi que cette finalité est bien remplie. Ça, c'est vraiment le cœur du système dans la SIC. Après, on est sur l'entreprise commerciale en scope SARL, SA, SAS, qui va du coup être en situation de produire des biens et services. Donc, à l'inverse, pour le coup d'une association en SIC, on est d'emblée soumis en fait au champ concurrentiel et du coup, aux impôts commerciaux, parce que du coup, on ne crée pas une SIC pour, on va dire, fédérer un collectif, par exemple. On crée une SIC parce qu'il y a une production de biens ou de services à la clé. Et puis, je dirais la dernière chose, c'est que les SIC la gouvernance de la SIC va aussi s'organiser de manière soit sur la base une personne, une voix aussi en assemblée générale, soit par collège de vote, c'est-à-dire qu'on va regrouper les catégories d'associés en collège pour finalement éviter que certaines catégories qui sont nombreuses prennent un poids trop important dans la SIC. Je prends le cas d'Enercop, encore une fois. Enercop, c'est une coopérative du coup qui est fournisseur d'électricité verte, et donc dans lesquels on va avoir comme associés les salariés, mais aussi les bénéficiaires, qui sont les clients. Les clients, il y en a plusieurs milliers. Donc si on était sur une coopérative sur la base une personne, une voix, on aurait plusieurs milliers de voix contre peut-être une trentaine de salariés, une vingtaine de salariés. Et il se trouve que du coup, les clients sont mis dans un collège de vote qui pèse pour, j'ai plus le chiffre en tête, mais peut-être 20 ou 30%, ce qui fait que quel que soit leur nombre, ils ont un poids qui est quand même limité. Mais il y a une place qui leur est donnée, parce qu'ils sont acteurs de la filière à part entière en tant qu'utilisateurs et clients des services. Voilà, donc on peut citer beaucoup d'exemples de SIC parce que ça se développe beaucoup dans le monde voilà, des énergies, je l'ai dit, dans le monde culturel, dans le monde des déchets, dans le monde des circuits courts et de l'alimentation, on va dire, résiliente. On aura un exemple tout à l'heure de Holocal, qui est une SIC, qui nous expliquera comment il fonctionne. Mais il y en a sur le territoire grenoblois, il y en a d'autres. Il y a Manger Bio Isère, il y a l'Équitable, qui sont des coopératives sous forme de SIC, qui ont finalement fédéré des filières en circuit court autour de l'alimentation résiliente. Donc il y a énormément d'exemples dans le domaine aussi touristique, on en retrouve. Voilà, donc on pourra aussi répondre après à vos questions sur le sujet. Et pour terminer, parce que je vois qu'on doit faire ça au pas de course, quelques mots sur finalement le parcours entrepreneurial après avoir vu les principaux statuts possibles dans l'économie sociale et solidaire. Quelques mots sur le parcours entrepreneurial d'une personne ou d'un groupe de personnes qui veut créer dans l'économie sociale et solidaire. J'ai envie de dire, ça ressemble très fortement à une création classique, puisque du coup, on va passer par les mêmes étapes que sont la maturation de l'idée, c'est-à-dire j'ai une idée, comment je fais en sorte que cette idée, je la rends faisable, en tout cas, où j'ai des éléments tangibles qui permettent de valider que l'idée peut se matérialiser en projet d'entreprise. Généralement, ça, on va passer par les incubateurs. Donc, les incubateurs sur le territoire, en matière d'innovation sociale, il y en a plusieurs. Il y a Alter Incube, qui est un incubateur qui est rattaché à l'URSCOP. Et puis, il y a Ronalpia, qui est également un incubateur sur le territoire.
qui sont vraiment dédiés. Il y en a d'autres, mais ceux-là sont vraiment dédiés innovation sociale et donc économie sociale. Et on va avoir ensuite la phase d'étude-validation. Là, c'est la phase classique de montage d'un plan d'affaires prévisionnel économique à 3 ans, plan de financement. Et puis là où ça va différer du monde classique, c'est qu'il y a un écosystème dans l'économie sociale en matière de financement qui est bien rodé et qui est, on va dire, qui peut être un petit peu différent de ce qu'on retrouve dans le monde classique. Dans cet écosystème de financeurs, on va retrouver Gaïa, qui est représenté par Marion ici, qui est un financeur de l'économie sociale sur le territoire et qui appartient au réseau France Active, qui est un réseau beaucoup plus large au niveau national. L'URSCOP, nous-mêmes, on a des outils de financement qu'on peut mobiliser pour la création de coopératives. Et puis, on va retrouver ensuite des banques, évidemment, principalement les banques coopératives, comme le Crédit Coopératif, la NEF, la Caisse d'épargne, qui ont on va dire, une orientation plus forte sur l'économie sociale. Et puis, on va trouver aussi des différents outils type fonds d'investissement qui peuvent être plus dédiés à l'économie sociale. Et après, j'ai envie de dire, c'est la même logique. Une fois que le projet est financé, c'est de toute façon, j'ai envie de dire, la même problématique comme toute création d'entreprise. Il y a un enjeu de pérennisation du projet économique avec le fait de trouver son modèle économique. Et là-dessus, il n'y a pas, je ne pense pas qu'il y ait des grosses différences, si ce n'est que nous, ce qu'on constate à notre échelle au niveau des coopératives, c'est que les taux de pérennité en économie sociale sont quand même souvent plus importants que les taux de pérennité en économie classique. Voilà, ça c'est pour le petit cocorico pour l'économie sociale, mais ça se traduit en réalité par des chiffres très concrets qui sont assez éloquents. Je vais m'arrêter là, et peut-être pour terminer avant le témoignage, un petit film qui va résumer un petit peu ce que j'ai dit sur les coopératives. Au fait, ta création d'entreprise, t'en es où? Je sais plus trop. Ah bon? Je crois que mon projet correspond pas au monde actuel. Pourquoi? Tu sais, ça me fait Parce penser... que moi, ce que j'aimerais vraiment, c'est me lancer dans un projet d'entreprise, mais avec un état d'esprit différent. Et des salariés qui se sentent impliqués, tu vois. Oui, bon, d'accord, mais tu sais, tu pourrais Mais peut-être... non, tu sais bien qu'il n'y a plus que le profit qui compte. Ça fait bien longtemps que l'humain n'y a plus sa place. Mais quand même, En regarde. fait, tu sais ce qu'il faudrait? C'est inventer une nouvelle gestion de l'entreprise, tu vois, où l'argent serait juste un carburant, oui, voilà, un moyen au service de l'entreprise qui permettrait de développer l'activité de façon responsable, de créer des emplois et surtout de faire en sorte que toutes celles et tous ceux qui y travaillent progressent ensemble et en profitent ensemble. Oui, une SCOP, quoi. Une SCOP? Une société coopérative et participative. Comme toutes les entreprises, une SCOP doit être rentable pour se développer et pérenniser ses projets, mais elle a le cœur démocratique. Démocratique. S'il vous plaît, est-ce qu'on pourrait avoir un petit tableau? Le tableau pour la 3. Merci. Bon, je t'explique. Le statut SCOP s'adapte à toutes les entreprises et repose sur 4 grands principes. Primo, les salariés de SCOP sont maîtres à bord de leur entreprise. Ils peuvent accueillir des associés extérieurs, mais sont toujours majoritaires au capital. Secondo, comme toutes les coopératives, la SCOP repose sur le partage équitable du pouvoir, des risques, de l'information et bien sûr des profits. Les grandes décisions sont votées en assemblée générale selon le principe « une personne égale une voix ». Tertio, la mise en commun des compétences et des savoir-faire au service d'un projet, quel que soit le métier et quelle que soit la taille de l'entreprise. Le but est de la faire durer pour les salariés comme pour les générations futures. Enfin, si bien sûr une coopérative peut se développer à l'international, son centre de décision reste là où elle est née. C'est par définition une entreprise du territoire. Mais si ton projet est plutôt d'utilité sociale, qu'il s'inscrit dans le développement local comme l'environnement, la culture, les énergies, la santé, il y a la SIC, Société coopérative d'intérêt collectif. Les mécanismes sont les mêmes que pour les SCOP, sauf qu'elle permet d'associer au sein de ton entreprise tous les acteurs d'un projet, les salariés, les bénévoles, les collectivités ou encore les bénéficiaires. Ah, ok. Et si on est tout seul, ça marche aussi? Oui, bien sûr, en devenant salarié d'une CAE, coopérative d'activité et d'emploi. Tu peux tester ton projet quelle que soit ton activité. Tu auras une fiche de paye et la CAE se charge de la paperasse, la comptabilité. Bref, de quoi développer sereinement ton activité tout en étant entouré par des professionnels et un réseau de créateurs comme toi avec qui échanger. Ah oui, alors c'est bon, comment
Les SCOP, c'est un véritable réseau présent dans toutes les régions. Ils sont là pour t'aider. Ils t'accompagnent dès le démarrage de ton projet et ce, tout au long de son développement. Ils t'apportent leur expertise coopérative, juridique, stratégique ou commerciale. Des formations adaptées à tes besoins et à ceux de l'entreprise. Voilà. Alors, des questions? Oui, moi j'en ai une. Comment tu fais tout ça sur les SCOP? Ah, ça, c'est une autre histoire. Ça se fait pour une autre fois, je crois. Alors, oui, Est-ce que du coup, au local est parmi nous? Oui, est-ce que vous m'entendez? Eh ben, super. Voilà. Eh ben, écoute, Ok. on vous laisse la parole pour le témoignage du coup. Ça marche, cool. Merci pour la proposition. Je vais essayer de répondre à la demande. Du coup, je vais présenter ce qu'on fait comme activité, rapidement notre parcours, mais surtout, du coup, je vais bien essayer de rebondir sur ce que vous venez d'expliquer et pourquoi nous, on est maintenant depuis peu une SIC. On est une SIC depuis juillet 2020. Du coup, nous, au local, l'objectif de Au Local, c'est rendre la consommation locale, l'alimentation locale, les produits locaux accessibles au plus grand nombre. Et ça, l'idée, on le fait avec deux activités complémentaires, de la vente de produits locaux qu'on essaye de faire au prix le plus juste possible. C'est-à-dire que c'est un système de groupement d'achat. Donc les gens commandent en avance et on va aller chercher chez nos producteurs, une trentaine de producteurs, maximum 100 km autour de Grenoble, que ce qui a été commandé, ce qui nous permet d'être en flux tendu de trésorerie et d'achat, en fait. Il y a aucune perte quasiment chez nous en produits. Donc, il y a le côté groupement d'achat, où on fait des économies d'échelle dans la logistique, dans l'organisation et dans la préparation des paniers, puisqu'on va ne faire la tournée chez les producteurs qu'une fois par semaine. Le jeudi, un de nos salariés fait toute la tournée, majoritairement en Nord-Isère et une partie en Grésivaudan, ramène tout au local et le vendredi, on a une équipe qui augmente à 7 personnes et on prépare les paniers. Donc ça, c'est pour l'activité de vente. Et à côté de ça, il y a l'activité d'animation, 1 à 2 animations par mois. Que l'idée, c'est de se dire, OK, on va proposer dans les quartiers, donc on se déploie dans les quartiers prioritaires, là où il y a encore peu ou pas d'offres similaires. On fait le pari sur ces territoires-là. Et l'idée, c'est de se dire, OK, on va proposer ce mode de consommation, mais on va avoir que des convaincus ou des gens qui consommaient comme ça déjà ailleurs si on ne fait pas autre chose. Donc, les animations, ça permet de toucher plus largement un autre type de public et d'aller au-delà des consommateurs déjà convaincus. Donc, c'est deux activités complémentaires. Et parce qu'aussi, pour nous, faire de l'animation, mais sans donner les outils aux gens, leur dire, il faut consommer comme ci, comme ça. Donc, déjà, c'est pas du tout notre posture. On ne veut pas du tout être moralisateur et on n'est pas des sachants du tout. C'est pas comme ça qu'on aborde les animations, mais proposer, échanger sur un autre type de consommation et pas proposer l'outil à côté, nous, ça ne nous semblait pas vraiment cohérent. C'est pour ça qu'on déploie les deux côte à côte. Donc, on a ce drive bio low cost avec des paniers flexibles. On peut mettre ce qu'on veut dans son panier, juste une boîte d'œufs ou tout ce qu'on a, fruits, légumes, produits laitiers, farine, etc. Tout ce qu'on a réussi à trouver en alimentaire autour de Grenoble. Donc aujourd'hui, on a plus de 200 paniers par semaine. Le confinement, pendant le confinement, en fait, comme au premier, ça augmente un petit peu. Donc on a un noyau dur de au moins 150 personnes qui, toutes les semaines, font toutes leurs courses, quasiment chez nous. Et on a 1 à 2 jeunes du quartier qui sont embauchés via les chantiers jeunes Synergie. Donc l'idée, c'est justement de pouvoir faire profiter de cette activité au quartier et pouvoir aussi toucher un autre public, sensibiliser et permettre à des jeunes de se faire de l'argent de poche avec cette activité qu'on a créée. On veut vraiment être dans la dynamique du quartier. À côté de ces jeunes qui viennent nous aider le vendredi, il y a une équipe permanente de 4 salariés. Donc Ingrid et moi-même, les deux cofondatrices, on n'était que toutes les deux jusqu'au printemps 2020. Et depuis peu, depuis cet été, on a deux salariés, un chauffeur, livreur, logisticien qui fait la tournée et qui l'organise, et une personne qui est responsable, donc c'est Romaric, qui est une personne, Élodie, qui est responsable du point de vente et de faire en sorte de coordonner pour que tout se passe bien pour la distribution du vendredi. On a également depuis peu une personne en stage qui est en master économie sociale à Sciences Po Grenoble et qui, elle, est entièrement dédiée sur la vie coopérative. Il y a beaucoup de choses à lancer puisque, comme je vous l'ai dit, on est une SIC depuis peu et c'est vraiment un gros travail d'essayer de lancer ça.
Notre parcours, très brièvement, Ingrid était responsable logistique dans l'humanitaire. Et moi, j'étais à Sciences Po Grenoble et après, j'ai fait mon premier emploi était la Banque alimentaire du Rhône, voilà, sur le rééquilibrage des paniers alimentaires et des dons aux associations. C'était une courte expérience. On s'est rencontrés en formation de gestionnaire d'entreprise d'économie sociale et solidaire, justement, toutes les deux, à Arobase, à Grenoble, qui nous a justement donné les bases de gestion et d'entrepreneuriat dans l'économie sociale et solidaire. Et ce qui a aussi permis à Ingrid de faire son étude de faisabilité. Elle était dans un parcours où justement on partait avec un projet, on designait, on faisait l'étude de FESA, on faisait le business plan. Et puis à la fin, on avait le package, il y avait plus qu'à. Il nous a permis aussi de démarrer sur le quartier Malherbe, un quartier dont elle est native. Hein, c'est pour ça que c'est le premier choix d'implantation, le quartier Malherbe-Tesser, avec déjà de la connaissance des acteurs, une bonne implantation. On n'arrivait pas avec nos gros sabots et l'idée comme ça et on s'implantait là parce qu'il y avait un local. Pas du tout ça. Au contraire, il n'y avait pas de local, c'était pas le meilleur lieu pour se développer, mais au moins on savait qu'il y avait un besoin, une volonté des habitants, de certains habitants sur le quartier, et qu'on connaissait déjà quelques acteurs, associations, la maison des habitants, etc. Donc on allait pouvoir partir du besoin et des gens, et pas juste de nos idées. Voilà. Néanmoins, là j'arrive à pourquoi on en est aujourd'hui une SIC. Néanmoins, il a fallu quand même démarrer l'activité. Elle avait fait des études comme quoi il y avait bien des gens qui avaient envie d'avoir des produits locaux en bas de chez eux à un tarif intéressant, moins cher que certaines grandes chaînes d'épicerie d'eau, hein, sans citer personne. Mais voilà, il fallait quand même tester et c'est pour ça que le premier choix, il a été en démarrant toutes les deux, puisque il n'y avait que nous deux et notre volonté, quoi, et l'étude de faisabilité, ça a été de démarrer en coopérative d'activité et d'emploi. Donc 3 bis à Grenoble, on a choisi celle-là. Parce que justement, ça permettait de tester les ventes assez facilement en ayant aussi le service support, comme vous l'avez dit tout à l'heure, de comptabilité et aussi d'accompagnement, de formation et d'aide au modèle économique, en fait. Ils nous ont permis aussi de nous réajuster. Attendez, vous êtes sûr, ça fasse plus de ventes, vous en êtes tout, etc. Ils ont un petit peu d'alerte et de réflexion pour nous accompagner. On a été en contrat CAP, donc il y a un contrat pour les entrepreneurs sur la première année. Et puis moi, j'ai pu rapidement ensuite, au bout d'un an, passer en contrat salarié. Voilà. Ça nous a donc permis d'être à 3 bis, de tester l'activité et de se rendre compte qu'il y avait bien les ventes et que ça marchait et qu'il y avait des gens qui nous suivaient déjà pour les produits, le système, ce qu'on proposait, la qualité, qui vraiment nous faisait des bons retours. Et pour le concept, en fait, pour le fait de l'implanter sur ce quartier. Donc, on s'est dit, on est dans le juste, on va passer à l'étape 2. Donc, ça, c'était en hiver 2019, commencer à sonder, à discuter, à échanger avec les gens et aussi faire un sondage papier et par Internet qui nous suit pour aller au-delà. Parce que, en fait, nous, ce qu'on disait, c'est OK, on a ce projet, mais ce n'est pas pour le monter toute seule, pour faire, entre guillemets, de l'argent sur la consommation locale. Ce n'est pas ça l'idée. On est quand même sur quelque chose, un élément commun, un enjeu commun, l'alimentation de qualité accessible à tous. Et on aimerait, notre rêve, c'est que toutes les parties prenantes, toutes les personnes qui sont concernées par ce sujet puissent, ils ne sont pas obligés, mais puissent y participer et éventuellement prendre part aux décisions parce qu'on a besoin de leur avis et de construire en collectif. Donc, printemps 2019, on a commencé à sonder les gens, les consommateurs et les producteurs, chacun de leur côté. Et côté consommateur, on a plutôt eu du répondant. On a eu un noyau dur de personnes qui se fait dessiner assez vite. Oui, nous, pourquoi pas? Expliquez-nous ce que c'est ici. On ne sait pas ce que c'est, mais on pourrait vraiment être partant. Donc, on avait les bénéficiaires, donc les consommateurs et ceux qui viennent à nos animations. Il y avait des gens qui étaient partants. Côté producteur, ils pouvaient être partants, mais avec la réticence du temps que ça va leur prendre. C'est des gens qui sont vraiment très surchargés en boulot, en fait. Donc, ils me disaient, OK, mais ça va me demander combien de temps, combien d'investissements par an, de réunions, etc. Donc, on a essayé de beaucoup les rassurer et de leur dire qu'il y a une différence entre juste prendre des parts et pouvoir voter à l'AG et aller au-delà et d'être élu et d'être au conseil d'administration. Voilà, donc on a rassuré certains et ils ont pris des parts en se disant, OK, mais ce qui resterait quand même de côté. Du coup, voilà, ça nous a conduit à se dire, comment on monte une scope maintenant? Alors, il y a des structures qui la montent un peu tout seules. Et je pense à Alterconso à Lyon qui ont monté
une SIC tout seul, enfin tout seul entre guillemets. Ils n'ont pas fait appel à ce que nous, on a fait. En fait, nous, on a fait appel à l'Union régionale des SCOP parce qu'on disait, oulala, en soi, je pense, ça va nous gagner du temps de travail et on ne veut pas faire de bêtises si on est bien accompagné. Donc, on a fait cet investissement et on ne regrette pas parce qu'ils nous ont vraiment guidé pas après pas avec un conseiller pour justement, bah, vous voulez aller où, qui c'est que vous avez autour de vous, quelles vont être les catégories, pourquoi, comment. Et on a pu ainsi rédiger les statuts. Ils étaient prêts donc en début 2020 et on a pu du coup solliciter les gens et commencer à faire remplir des bons de souscription pour les gens qui avaient envie évidemment de prendre des parts en communiquant. On a fait notamment une réunion en janvier 2020. On peut retrouver deux très bons articles sur Alpes Solidaires qui ont été écrits à cette occasion pour bien expliquer notre démarche et nos échanges qu'il y a eu pendant cette réunion avec majoritairement des consommateurs à cette époque-là, présenter ce qu'on faisait. Du coup, nous, on a décidé de faire plusieurs catégories regroupées en 4 collèges. Un collège de consommateurs, un collège de salariés, un collège de producteurs et un collège de sympathisants. Consommateurs, bon, je fais des raccourcis, il y a la catégorie des consommateurs et des bénéficiaires des animations. Voilà, il y a les deux types de personnes. En tout cas, des gens qui bénéficient des animations et ils ne viennent pas nécessairement consommer et vice-versa. Ces collèges, ils sont pondérés parce qu'on estime que tout le monde ne doit pas avoir le même poids. Donc, on a les consommateurs qui sont pondérés à 30%, les salariés à 30%, les producteurs 30% et les sympathisants 10%. Dans les sympathisants, c'est des gens physiques qui sont un peu éloignés, qui ne sont pas nécessairement consommateurs ou quoi, des proches, d'autres personnes autre part dans Grenoble, mais qui ont envie de soutenir et d'investir responsable, durable en soi. On a aussi des personnes morales, une entreprise qui avait vraiment envie d'épargner, investir dans notre projet, mais une entreprise qui n'a rien à voir, qui est dans la construction, dans le bâtiment. Et une grosse association qui s'appelle La Clé des Champs à Grenoble, qui fait la promotion de la bio, de la consommation bio. Et à l'origine, c'est eux qui ont créé les 3 premiers Biocop à Grenoble. Et ils ont envie maintenant d'investir et de soutenir des projets comme nous qui continuent leur militantisme qu'ils avaient à l'époque. Et donc voilà, donc ça c'est pour la partie SIC. Et aujourd'hui, on lance tout en fait. On va faire notre premier AG avec tous ces coopérateurs. Donc au total 67. Avec tous ces coopérateurs, mi-décembre, ça on attend de voir comment va évoluer le déconfinement, etc. Parce qu'on aimerait vraiment beaucoup la faire en présentiel. Une première AG avec autant de personnes en distanciel, pour la première, ça nous semble quand même un peu compliqué. Sinon, ce sera pour janvier, on fera comme on pourra. Et donc, Pauline, notre stagiaire, travaille au lancement de la vie coopérative. Voilà, sur quoi on va travailler, comment, avec qui sera intéressé par quoi, etc. On en est vraiment au début et je ne peux pas vraiment beaucoup plus en dire. Et puis pour finir, je vois que le temps tourne. Dans les autres structures accompagnatrices, en fait, et dans nos autres réseaux, il y a la pépinière La Poussada, chez qui on est depuis le début, et avec qui mutualise pour les formations et l'accompagnement avec 3 bis. Et ça sera de même maintenant avec l'Union régionale des SCOP, pour pas avoir 15 000 accompagnants et avoir des redites et perdre du temps. Et ils vont se répartir le travail d'accompagnement. L'URSCOP va probablement avec nous rester sur l'aspect juridique et financier. Et puis la Poussada, nous on compte beaucoup sur eux pour l'aide pour ce qui est site en fait. Pour notre avenir, il va falloir évoluer. On est déjà à l'étroit dans les locaux qu'on a aujourd'hui. Voilà. Donc c'est là-dessus qu'on compte beaucoup sur eux et puis sur tout le réseau qu'ils ont et toutes les formations très pertinentes qu'ils nous proposent régulièrement en communication, gestion Excel, etc. Il y en a énormément, en commerce, etc. On est également dans le réseau Calisoli, les autres entreprises et associations autour de l'alimentation et du circuit court à Grenoble. On travaille aussi avec Alpes Solidaires, on est dans leur réseau et dans les différents rencontres partenariales. Je pense que j'ai à peu près fait le tour. Merci pour ce témoignage. Du coup, je reprends la main, mais du coup, je pense qu'on a terminé un petit peu le tour d'horizon.